Tout d'abord, désolé pour la qualité du son, c'était un peu en dehors de notre contrôle. Je vais tout de suite passer la parole au professeur Arpolis pour son intervention. Okay, I've been asked to speak in English, which I think is because you've heard me speak in French before. Anyway, I haven't seen the film before, so it's slightly altered what I was going to say. I found it very interesting. I think speaking as an international lawyer, there is really very little international regulation of the transfer of armaments. That's why there is this campaign for a treaty, and there's going to be a conference next month. I think the gap in the film really was that it sort of concentrated on rather picturesque, grotesque figures such as Victor Bout and Leonard Minin. I mean, it described Victor Bout as the largest arms dealer in the world. Now, this really is true, I'm afraid. And what it didn't do was deal with the fact that the really largest arms dealers in the world are very big businesses, Lockheed Martin, BAE, and so on, often very closely linked to their governments, sometimes formerly government-owned, sometimes governments still had a stake in them. Now, those companies like to distinguish themselves. They say that what they are doing is entirely legal, and they do. They claim act according to national law. The problem with national law is that it varies, and in particular it varies in how it's enforced. And we see lots of completely legal arms transfers which are taking place at the moment, which allow states or facilitate states to engage in internal repression or indeed external aggression. And I was just thinking back to when I first was interested in this subject, became interested in the subject back in the late 1980s when I was still at school, when there was controversy in the UK concerning the sale of hawk trainers, as they were called, to Indonesia. The fact was that these hawk training aircraft were not used as trainers. They were used by Indonesia to repress the East Timorese people struggling against Indonesian occupation. So we have these very large corporations, and we are talking about deals often with substantial governmental involvement on both sides in the tens of billions of dollars often. And it's said that the arms trade is really the largest trade in the world. The countries involved are exporting arms are some of the most powerful countries in the world. The US, Russia, in Europe as well. And we have this situation, and it's not actually good for anyone, for two reasons, I think. The first is the reason that was made very clear in the film, that these arms are used to kill people. And the second reason is that it's actually, these companies are often seen as national champions. They are closely linked to governments because governments procure arms for themselves, often for perfectly good reasons. National defense. Not going to stop the manufacture of arms anywhere in the near future. But they also see them as useful instruments of foreign policy, hence the fact that some countries are allowed to import arms and others aren't. It has nothing to do often with their human rights records, whether they're seen as allies or enemies. And they're often seen as economically important national champions. You
see that in the UK, for example. It's often said that BAE Systems is the national champion. It's one of the very few examples of the United Kingdom being able to manufacture anything that anyone would actually want to buy. The fact is, however, and this is one of the interesting areas where the arms trade isn't regulated really by the World Trade Organization. And states can subsidize their arms industries to basically however they want. And frankly, if you gave any industry in the world the enormous sums of money that the arms manufacturers get, I'm sure they do very well, and they make national champions too. So the economic arguments, I think, don't hold water. A very interesting study was done in 2009 by researchers at the University of Massachusetts in the US, and found that in terms of job creation, if you put the money into virtually anything else other than the arms industry, it would create more jobs. So the economic arguments, I think, don't work. But the other reason why it's bad for everyone is not just that arms kill people and they can be used for internal repression and external aggression, but it is deeply corrupt. And it is not just the Victor Boots and the Leonard Nimoys that are engaged in corruption. It is deeply corrupting, I would argue, to the democratic process in many arms exporting countries. And I'll just mention two examples very briefly. One is the United Kingdom. BAE is credibly alleged, actually I don't think that there's really any, well they've admitted to quite a bit of it, to have engaged in pretty much wholesale bribery through intermediaries of foreign officials in a variety of countries around the world. And a number of years ago, the Serious Fraud Office in the UK began to investigate that. The investigations were stopped on the advice of the government's senior legal advisor on the grounds that national security would be endangered if the investigations continued, because the Saudi government, it was alleged, would refuse further intelligence cooperation with the United Kingdom. So the process of justice was derailed as a result of a political decision. That, I think, is deeply corrupting to the rule of law, deeply corrupting to democracy. Another example, of course, is even nearer in France. We've seen with the Karachi affair. I always find that French political scandals, I never quite understand what's going on. But certainly the allegations are that bribes were paid via intermediaries again to various Pakistani officials, and some of that money was then channeled back to support political campaigns in France. And there have been other similar allegations. So it's a deeply corrupting business. Now, the justifications are generally given is that if we don't do this, someone else will. Which is, I think, why having some form of multilateral treaty is essential. There are enormous problems ahead, I think, about what that treaty, I think there will be a treaty, we've gone far enough that we will have a treaty, what that treaty will say. Problems to do with its coverage, what sort of, if we're talking about arms transfers, transfers of armaments, what are we talking about? Will it cover, for example, paramilitary equipment, frequently used for internal repression? Dual-use items were also mentioned. We also need to consider issues of monitoring and enforcement.
And finally, of course, there's the question of which states are going to become parties to this treaty. But I think it will be a start. And, well, I suppose I adhere to Antonio Gramsci's view, pessimism of the intellect, optimism of the will. Maybe it won't get us very far, but it will take us somewhere down the road, and hopefully it will lead to at least a change in attitude about the implications of the operations of the arms industry. So I'm not going to say any more unless anyone wants to address any questions. And I'm going to hand over. Thank you. Thanks a million, Professor Paul. This is really interesting, quite thought-provoking questions, and I hope you're wrong, but it's still very good to hear the kind of argument based on the treaty. I'm in favour of it. I just, don't think we should get our hopes up too much up. Yeah, to be realistic. I'm now going to turn over to Thomas Kraditsky. Thomas est donc un représentant du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, une organisation qui joue un rôle clé dans la promotion et la défense du droit international humanitaire. Donc voilà, à vous. Merci. Donc, ma présentation sera un petit peu une autre nature en français, d'abord, un changement. Et puis je vais effectivement vous présenter l'implication du CICR dans toute la question sur ce traité sur le commerce des armes, et ensuite, en quelques mots, les positions du CICR, mais aussi celles qui sont aussi celles du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, indiquer ce que, selon ce mouvement, ce traité devrait contenir. Donc tout d'abord, je vais commencer par ce qui pourrait sembler une évidence, c'est qu'un État qui transfère des armes ou des équipements militaires fournit aux destinataires les moyens de s'engager dans un conflit armé, ce qui est une situation qui est alors régie par le droit international humanitaire, qu'on appelle aussi le droit des conflits armés ou le droit de la guerre. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est ce droit. On sait qu'il vise à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, les civils, les blessés, les malades, etc. Et d'autre part, réglementer la conduite des hostilités, c'est-à-dire les moyens et les méthodes de guerre. Le corps de ce droit est constitué essentiellement par des traités, dont les 4 conventions de Genève de 1949, qui sont le pilier central de ce droit. Il y a aussi toute une série de normes coutumières, mais je ne vais pas non plus m'attarder sur ces normes-là. Le CICR a toujours été impliqué dans l'émergence de ce droit, que ce soit par exemple pour la rédaction des projets de traités, ou la participation aux négociations, ou pour l'identification des règles coutumières. Donc rien d'étonnant finalement à ce qu'ils soient impliqués dans ce processus vers un traité sur le commerce des armes. Le CICR n'agit bien sûr pas seul, en particulier dans certains domaines comme celui des armes. Il développe une action qui se veut autant que possible complémentaire avec d'autres entités comme les ONG, qui ont été très actives par exemple dans le domaine des mines antipersonnelles, des armes à munitions, et on l'a vu ici dans le domaine du contrôle des armements. Dans de nombreux pays, le CICR travaille aussi avec les organisations sœurs, qui sont les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voilà, ce que le CICR peut apporter, c'est notamment une connaissance du terrain, de par la présence de ces équipes dans les conflits armés. Il a une expérience de l'impact de l'utilisation de ces armes sur les civils, comme sur les combattants eux-mêmes. Il a aussi certains contacts privilégiés avec les autorités, du fait de la nature particulière de son dialogue avec elles. Des représentants du CICR sont systématiquement présents lors des réunions préparatoires à l'adoption des traités, engagent des discussions avec les représentants étatiques, que ce soit à Genève, à New York ou dans leur pays d'origine. Pour ce qui est du traité sur le commerce des armes, le point de départ de la réglementation du CICR est en fait l'article 1er des conventions de Genève, voilà pourquoi j'ai parlé de ces conventions, qui spécifie que les États ont l'obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire.
La première partie est une sorte d'évidence pour les traités. Je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle connaissent l'expression pacta sunt servanda, mais la deuxième partie est une sorte d'innovation dans le domaine du droit humanitaire. Et on interprète cela normalement d'une double façon. On y voit une obligation négative, c'est-à-dire de ne pas encourager les parties à un conflit armé à violer le droit humanitaire, ni de prendre des mesures susceptibles d'aider à la commission de telles violations, et d'autre part une obligation positive, qui consiste à prendre des mesures appropriées pour mettre un terme aux violations. Donc sur cette base, on pourrait considérer que les États tiers ont une responsabilité particulière d'intervenir auprès des États ou des groupes armés sur lesquels ils peuvent exercer une certaine influence. Et les États qui transfèrent des armes peuvent bien sûr être considérés comme particulièrement influents et aptes à faire respecter le droit humanitaire en raison de leur capacité à fournir ou ne pas fournir des armes. Pour passer maintenant au coût humain lié au caractère faiblement régulé du transfert d'armes, je ne vais pas m'appesantir trop. On a vu par ce film très fort le coût humain justement de cet aspect-là. Je mentionnerai peut-être simplement que le CICR a été mandaté en 1995 ou 1995 par les États eux-mêmes pour mener une étude sur la disponibilité des armes et l'impact sur les civils, les populations civiles. En très résumé, la conclusion était que la disponibilité généralisée des armes avait un impact sur les civils, qu'elle entravait l'assistance aux victimes des conflits armés et favorisait les violations du DIH. DIH, la relation du droit international humanitaire. Par la suite, et dès la même année, le mouvement de l'International Croix-Rouge, le CICR et l'ensemble du mouvement, ont encouragé les États à élaborer des règles basées sur le droit international humanitaire et d'autres normes pertinentes également pour régir le transfert et la disponibilité des armes et munitions. A suivi tout le processus qui a été décrit dans le film, je ne vais pas m'attarder. Là-dessus, on aura donc cette conférence normalement du 2 au 27 juillet à New York. Maintenant, par rapport aux positions sur le contenu de ce traité, les positions du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le CICR et le mouvement pensent qu'il peut y avoir un impact bénéfique sur le coût humain du transfert d'armes dans le cas des conflits armés, si deux éléments essentiels sont tout d'abord inclus. Tout d'abord, le risque de commission de violation grave du droit international humanitaire doit être pris en considération et doit être évalué de façon sérieuse, ce qui n'est pas garanti. Certains États ne veulent pas que le droit humanitaire soit mentionné dans ce traité. Et ensuite, si les risques clairs de commission de violation grave existent, le transfert ne doit alors pas être effectué. Il ne s'agit pas simplement de prendre en considération le droit humanitaire, mais de vraiment empêcher le transfert d'armes s'il existe des risques clairs. Certains États aimeraient par exemple pour l'instant que des risques de violation grave soient pris en considération. Non, il s'agit d'aller vers quelque chose de beaucoup plus strict que cela. Alors, très rapidement, de quelle violation grave du droit international humanitaire on parle? Ce n'est pas une expression qui a été inventée pour l'occasion. Les violations graves du droit humanitaire sont identifiées dans les traités eux-mêmes, dans les conventions de Genève par l'infraction grave. On trouve aussi dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale toute une liste de violations graves qui sont qualifiées de crimes de guerre, qui peuvent être commis lors de conflits armés internationaux ou non internationaux. Donc on a une liste existe. Il ne s'agira pas de les identifier encore pour l'occasion de ce traité. Ensuite, la question se pose aussi, mais comment identifier le risque, qu'il y a un risque de commission de telle violation. À ce propos, dès 2007, le CICR a publié un document qui est disponible sur Internet, qui s'appelle, en anglais, Arms Transfers Decisions, Applying International Humanitarian Law Criteria. Il existe aussi en français, en espagnol, en d'autres langues.
Et dans ce document, le CICR propose des indicateurs pour justement identifier comment, pour aider les États à identifier et évaluer le risque. Vous avez essentiellement trois catégories d'indicateurs. La première catégorie concernerait la façon dont le destinataire respecte ou a respecté dans le passé, ce qu'on pourrait qualifier des antécédents. Donc, en cas de violation, est-ce que des sanctions ont été prises, comme est-ce que l'État a coopéré avec des éventuels d'autres États ou des instances pénales internationales. Le deuxième groupe concernera plutôt les intentions du destinataire, telles qu'exprimées dans des engagements formels, la ratification de traités, la mise en œuvre de l'intégration dans le droit national de ces normes des traités conventionnels. Troisième catégorie d'indicateurs sera la capacité du destinataire, à la capacité du destinataire à s'assurer que les armes ou équipements transférés seront utilisés de manière conforme au droit international humanitaire et ne seront pas détournés ou transférés vers d'autres destinations. Là, on parle par exemple de est-ce que des lignes de commandement solides existent, est-ce qu'il y a un contrôle suffisant et efficace sur les armes et les équipements, une question de porosité des frontières, peut-être aussi intervenir. Et finalement, la décision finale devrait être basée sur une évaluation globale de la situation, après que chaque indicateur ait été examiné séparément. Les évaluations, bien sûr, devraient tenir compte de toutes les informations disponibles. Là, il y a aussi des listes proposées de sources possibles d'informations, comme par exemple les informations qui viendraient des missions diplomatiques nationales de l'État destinataire, des rapports des médias, d'organisations non gouvernementales sur la situation du pays. On pourrait même trouver des informations dans la jurisprudence internationale, selon les cas, etc. Pour ce qui est maintenant du champ d'application du traité, et l'orateur précédent a parlé effectivement du champ de couverture en ce qui concerne les armes. Le mouvement de la Croix-Rouge soutient évidemment une inclusion maximale avec toutes les armes conventionnelles, y compris les armes légères, les armes de petit calibre, mais aussi les munitions. En incluant les munitions, l'impact serait plus immédiat, notamment en évitant d'alimenter les armes qui seraient déjà en circulation, des armes qui sont déjà en circulation. Et un autre aspect concernant la couverture du traité serait le genre de transfert qui est concerné. Il faut évidemment que l'exportation, la vente, le transit, mais aussi les dons, les prêts, la location, le courtage, tout ce genre d'activités soit inclus dans un traité si on veut qu'il y ait un impact sur le coût humain. Il devrait en quelque sorte pas y avoir d'échappatoire. Voilà, si aujourd'hui toute une série d'États, dont les États membres de l'Union européenne, semblent très en faveur d'un traité complet et fort, la grande crainte qui existera jusqu'à la fin des négociations, est que ces États soient tentés de céder trop vite dans le cadre du processus de négociation en vue d'atteindre un consensus, puisque c'est la méthode qui a été choisie pour l'adoption du texte en juillet. Pour terminer, je voudrais simplement confirmer l'engagement du CICR aux côtés d'autres organisations dans cette mobilisation générale qui est nécessaire pour que les États qui soutiendraient ce traité complet, un traité complet et fort, ne baissent pas trop vite les bras, et pour convaincre aussi les autres États de la nécessité d'un tel traité. Voilà. Merci. Un grand merci. C'est toujours très très important d'entendre la voix du CICR, où qu'on soit dans le monde, elle est importante. Donc, merci Thomas. Le professeur Paul, je veux ajouter un petit mot. Yeah, I just thought I'd add something. The film, of course, mentioned Charles Taylor of Liberia. And those of you and it mentioned that he'd gone to, well, actually got it slightly wrong. He was tried in The Hague, but by a special court of Sierra Leone. It's an international tribunal established by the government of Sierra Leone and the United Nations. But last month, he was convicted
and he was convicted by the tribunal of 11 counts of war crimes and crimes against humanity in relation to the civil war in Liberia. Now, what's interesting, I think, that he wasn't committed as a principal, that is, he wasn't committed for personally having committed those crimes, but he was convicted for aiding and abetting the rebel groups who did commit them, and specifically, and I haven't read the judgment, it came out 2 days ago, and it's 1,500 pages long. But he, I have read the summary, thankfully. He specifically provided them with arms and ammunition, military personnel, operational and moral support. So he was held consequently individually responsible for their crimes. Now, I think there is a general rule in international law that, and indeed that affects not only individuals but states, that says you can't aid and assist others to commit wrongful acts. If you aid or assist someone else in the commission of an internationally wrongful act, the state aids and assists another state in the commission of an internationally wrongful act. By the latter, it's internationally responsible for doing so, if it did so, if the first state did so, with knowledge of the circumstances of that conduct. And that applies, I think, not only with regards to violations of international humanitarian law, but also with regards to violations of international human rights law. Now, the problem has been that there hasn't been ultimately that there hasn't been the political will to prosecute people very often, or national legislation has been defective. Now, the film mentioned within it, Minin, and the Italian legislation was apparently unable to, the Italian authorities were apparently unable to prosecute him because, although he may have broken and trafficked arms, it was all done so outside of Italian territory. There's actually a similar case that's going on at the moment in the Netherlands concerning a chap called Gus Kubenhoven, who is another associate of Charles Taylor. He was originally convicted, then he was acquitted on appeal, then the Supreme Court sent him back for retrial, and I understand his trial started last month. So it is possible to do this. The political will just isn't there. It's the same with corruption. The UK, with regards to BAE, was criticised of being in violation by the OECD, for being in violation of its international obligations under the Convention on Combating Bribery of Foreign and Public Officials. Why I think having a multilateral treaty is going to be so important is because it takes the arguments really out of the realm of law, out of the realm of policy, into the realm of law, and moreover, law by which states will have bound themselves to apply. And that, we will find governments don't want to live up to their obligations, but campaigners will have a very powerful weapon to ensure that they do. Many thanks. I think we could listen to you forever. Absolutely fascinating. Well, my students certainly don't think. Je vais maintenant tourner vers vous pour voir si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, soit à nos deux orateurs, soit par rapport au film. Qu'est-ce qui veut s'acheter à l'eau? En français ou en anglais ou... Oui. Le fil est trop court. Oui, ça y est. Je voudrais poser une question sur la coalition qui est en train de se former. Amnesty International agit, on a parlé d'Oxfam, il y a la Croix-Rouge, il y a sans doute aussi Human Rights Watch, je suppose. Donc il y a des ONG de défense des droits humains, il y a certainement aussi des ONG de développement, peut-être aussi des ONG de défense de l'environnement, je ne sais pas.
Mais est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette coalition qui est en train, je suppose, de se former et qui doit être forte? Je crois que c'est une question pour moi. Alors, il y a peut-être deux niveaux à distinguer. Il y a d'abord le niveau international. Il y a effectivement une campagne qui s'appelle Control Arms, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a été fondée, je pense que ça a été évoqué dans le film, autour de 97, au moment de l'adoption du traité d'interdiction des mines antipersonnelles. Et sur le même modèle, donc une coalition d'ONG du monde entier, avec quelques grosses ONG internationales, dont Amnesty International, dont Oxfam, qui sont vraiment les deux piliers. À ma connaissance, Human Rights Watch n'est pas engagée dans cette coalition, elle est engagée dans d'autres campagnes, mais pas dans celle-ci. Par contre, il y a toute une série d'acteurs, souvent très petits, notamment de pays africains, de pays d'Amérique latine, des groupes de droits humains qui travaillent sur des questions très pointues ou très locales et qui ont évidemment une voix très importante. Il y a un mouvement très intéressant au Brésil, par exemple, où des millions d'armes ont été détruites ces dernières années de manière assez intéressante suite à une action de la société civile. Donc cette coalition, elle est là sur le plan international. Alors elle est évidemment, une coalition, c'est fragile, hein, c'est lié à des hommes et des femmes et à leur entente. Mais aujourd'hui, d'après les informations qu'on reçoit tous les jours au bureau ici d'Amnesty, elle semble vraiment être très unie, très cohérente. Alors, il y a évidemment des divergences, mais il y a beaucoup de dialogues et des positions qui sont communes, ce qui est évidemment très important dans une période de négociation comme celle dans laquelle on va entrer maintenant. Alors sur le plan luxembourgeois, on a en fait commencé il y a quelques semaines, on a pris un petit peu le train en marche 15 ans après la création de la coalition. D'abord dans le cadre d'une petite réunion avec nos collègues de la Croix-Rouge luxembourgeoise. J'ai le plaisir de vous annoncer que, je crois que, est-ce que je peux le dire, qu'une lettre est partie signée par le vice-président de la Croix-Rouge luxembourgeoise et par la présidente d'Amnesty International Luxembourg aujourd'hui, par recommandé à l'attention du ministre Hasselborn, lui demandant donc que le gouvernement luxembourgeois plaide pour un traité robuste. Donc c'est le terme que nous avons utilisé en référence à la promesse du gouvernement luxembourgeois et de la Croix-Rouge luxembourgeoise datée d'il y a une année. Donc cette coalition est aujourd'hui limitée au Luxembourg, hein, on est deux organisations. Maintenant, il y a des organisations qui sont venues nous dire qu'elles étaient intéressées de nous rejoindre. Il y a la Caritas, qui a participé à une petite réunion qu'on a eue aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux les citer. C'est encore un peu tôt, on a un représentant de Caritas là-haut. Je crois qu'il est encore en train de tester ses autorités, mais oui, tu veux peut-être dire quelque chose après. Et alors, on a aussi d'autres organisations comme Handicap International qui ont aussi manifesté leur intérêt. Donc, la coalition luxembourgeoise est encore petite, elle se développe peu à peu, mais on espère que d'ici juillet, on sera encore plus fort. Peut-être que tu veux dire quelque chose, Minas. Oui, d'autres mots. Pour Caritas, nous avons bien sûr l'angle humanitaire, comme la Croix-Rouge, mais il y a aussi l'angle du développement. Du point de vue développement, je pense que le cadre argumentatif, au moins, dans lequel on devrait argumenter, c'est la cohérence des politiques. C'est une provision du traité de Lisbonne. Il y a des instruments au Luxembourg, au niveau national aussi, pour monitorer et améliorer la cohérence des politiques pour le développement. Donc, dont la question de sécurité et de développement est très importante. Donc, comment éviter que d'un côté on donne de l'aide et de l'autre côté on ne fait pas assez pour freiner la violence, donc, à travers, comme par exemple, le traité des armes. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un point d'attaque aussi pour les ONG au secteur développement du monde de la société civile. Et voilà, je pense qu'il y a. Et juste donc là, pour la Caritas, on est en train de. C'est tout récent, mais on est en train de réfléchir comment on peut appuyer cette initiative. Un commentaire personnel, peut-être, je ne sais pas si on a le temps de l'approfondir, mais certains nous savent peut-être, le gouvernement luxembourgeois est en campagne pour un siège au Conseil de sécurité. Donc je pense qu'une attitude proactive dans la communauté internationale actuellement pourrait être un argument pour profiler et donner le profil davantage à la candidature luxembourgeoise, peut-être un argument
Merci. Je voudrais juste très rapidement peut-être corriger le biais que mon intervention a donné, mais qui est quelque part lié aux activités du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'accent sur les conflits armés, le droit international humanitaire, mais et donc l'étude conduite par le CICR, etc. Mais en 2006, l'Assemblée générale des Nations Unies a elle reconnu que l'absence de normes internationales communes régissant le transfert des armes classiques favoriser les conflits armés, les déplacements de population, la criminalité et le terrorisme, lesquels mettaient à leur tour en péril la paix, la réconciliation, la sécurité, la stabilité et l'avènement d'un développement socio-économique durable. Donc la perspective est beaucoup plus large, effectivement, que mon intervention a peut-être donné comme impression. Merci, intéressant. Intéressant aussi d'entendre le point de vue de Caritas et d'Andreas, parce qu'effectivement, on a besoin de toutes les forces. Et tous les points de vue seront là pour renforcer la bataille, qui, comme le professeur Apolt l'a souligné, sera une bataille difficile, et qui est loin de gagner. Mais on y croit. D'autres réactions, d'autres questions? Oui, je vous en prie. Yeah. Is it envisaged that a treaty would put an obligation on a place like Luxembourg not to handle monies that came from illicit arms trade? And if so, how do you find out what those monies are? No, definitely. I'm definitely not going to handle that. But I mean, it's an important issue, and we've seen the Luxembourg authorities have engaged in investigations concerning the Karachi affair, because there have been allegations that the accounts have been established here in order to make illicit payments. I think that you need to address the issue in a holistic manner that deals with states' financial transactions connected with the arms trade, that deals with the transfer of arms through countries as well as simply from manufacturers, as well as the manufacture and export. So, but what the final treaty is going to say, I don't know, and I'm not really an expert on the negotiations. If I can add a word and maybe a comparison to the mine ban treaty, the treaty banning anti-Bristol mines and the Convention on Cluster Munitions. Both treaties have a provision in Article 1 that bans assistance to anyone involved in any activity prohibited by the Convention. And this little assist word is designed to also cover investments. So there's a whole range of issues there that campaigners for these two conventions on landmines and cluster munitions have used quite successfully, but mostly on a national level. And there is maybe a field of work that I think you opened there that we could maybe work on in the future. But first, let's get this treaty, I think. Well, no, not quite, because if you just leave it at the level of assist, then different people are going to interpret it different ways. Yeah, that's right. I asked the question because the EU and others have managed to draft and are now enforcing sanctions against all sorts of transactions concerning oil and Iran. Yeah. Right? Now, it's not anything to do with arms, but the point is, it's the same sort of mechanism. You've got to go for all the intermediate links in the chain that actually tighten the thing around Iran so they can no longer ship oil. Now, if you can do that, you can do a similar thing with the arms trade. I guess the story will be written in the coming 2 months. Illicit payments are, of course, already criminalised. There is a OECD convention. So we would be talking about things that would be lawful. So I imagine financing. Oui, peut-être très rapidement. En tout cas, ce stade, ce qui est dans un projet de traité, c'est le courtage, brokering, which is the
interpretation by an intermediary, etc., etc. If you want to have a look actually at the text as it is, it's not exactly a text, but a compilation of different proposals that have been put forward by states. You have it on the internet. It's called the Chairman's Draft Paper of 14 July 2011. It's not a complete compilation, but it is a text on which states have been asked to react, and they have done so. The deadline was the 31st of March. The European Union did so, and the result of the compilation of the answers should be available starting next week, I think. The Secretariat is doing that at the UN. So if you want to have a look, but there is not much in this direction, I'm sorry, except for Berkeley. Any other question, comments? D'autres? Oui. Oui, ceux qui habitent en ville, on voit très souvent des avions très grands, très proches, et mon fils me demande souvent d'où ils viennent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils transportent. Chez Carsolux, on estime, on sait à peu près, mais il y en a des compagnies chinoises, russes, etc. Est-ce que cet aspect serait couvert par ce traité? Parce qu'il y a aussi des liens avec tout le scandale de la CIA et des soi-disant terroristes qu'ils ont transportés dans des avions. Est-ce que cet aspect-là serait aussi intégré et couvert par ce traité? Oui, on espère, évidemment. C'est ce qu'on appelle le transit dans ce cas-là. Et l'idée est même de couvrir un transit virtuel quelque part. Donc pas seulement les armes qui concrètement passent par le territoire, mais toutes les opérations qui permettent qu'une arme parte d'un endroit et arrive à l'autre. Maintenant, ça va dépendre de la position et des compromis qui vont être faits pendant les négociations. Mais c'est une des propositions qui est dans le texte actuel et que le mouvement de la Croix-Rouge et d'autres organisations investissent certainement, d'autres aussi soutiennent. D'autres questions? Commentaires? Oui, je vous en prie. En fait, j'en avais plusieurs, mais je ne sais pas si je vais essayer de. Allez-y, on a le temps avec nous. Sur le film lui-même, je ne l'avais pas vu, il a été diffusé par Arte déjà. Oui, c'est un film qui date de 2008. Ouais. Qui date déjà un petit peu, bon, qui donne une bonne base, je suppose. En fait, l'objet, c'est surtout le trafic, on parle de trafic d'armes, mais c'est surtout le trafic d'armes légères qui est traité dans le film. Et d'où la remarque qui a été faite par monsieur, les plus grands producteurs d'armes, c'est pas ceux qu'on voit dans le monde, c'est pas ceux qu'on voit dans le film, c'est des grandes entreprises multinationales. Dans quelle mesure est-ce qu'elles seront concernées par ce traité? Ça, je ne sais pas. Première question. D'autre part, sur le film lui-même, globalement, j'étais un peu déçu quand même, je veux dire, parce qu'il a eu un prix, donc je m'attendais à un truc assez extraordinaire. Je suis assez déçu parce que quand on parle de trafic d'armes sans mentionner la Transnistrie qui sert à l'Union soviétique, enfin la Russie, pour écouler tous ces stocks d'armes par des gens comme Victor Bout ou d'autres trafiquants, ça me surprend un peu. Ne pas parler du port d'Anvers en tant que plaque tournante du trafic d'armes, c'est un peu étonnant aussi pour un film comme ça. Et ensuite, sur le fond, les armes, c'est pas le seul problème. On a parlé, il était question du Rwanda. Au Rwanda, on a assassiné 800 000 personnes, c'est pas avec des kalachnikovs, c'est avec des machettes. Donc ce traité-là ne réglera pas ce genre de problème. En tout cas, là où il y a des conflits, il y a toujours moyen de tuer des gens. Maintenant, c'est sûr que sur le fond, je suis d'accord sur l'idée, évidemment. Et une question qui était un petit peu abordée en diagonale, c'est la question de l'embargo, les questions d'embargo d'armes dans les zones de conflit. On a eu récemment le cas de la Libye, où il y a des mouvements de soulèvement populaire qu'on peut considérer comme parfaitement légitimes contre des dictateurs, idem en Syrie. On a eu au début des années 90 le cas de la Bosnie, que je connais très bien. Il y avait un embargo aussi d'armes. Et cet embargo des armes, en fait, permis à ceux qui étaient le plus forts sur le terrain militairement
de massacrer les populations de civiles de ceux qui n'avaient pas les moyens de s'armer. Donc moralement, comment est-ce que, par rapport à ce genre de traité, comment est-ce qu'on va aborder ce type de questions-là? Et dernière chose, ce dont le film ne parle pas du tout, d'un point de vue du droit international, qui est quand même un point clé ici, c'est que l'un des plus grands problèmes en matière d'armes au cours des 10 dernières années, c'est quand même la guerre d'Irak en matière de droit international. Je sais bien que l'Afrique, c'est un problème, c'est encore une autre dimension que l'Irak. Mais en Irak, il y a eu des dizaines de milliers de morts civiles par la plus grande puissance et la plus grande démocratie du monde. Dans le film, on n'en parle pas du tout. Voilà mes remarques et mes questions. Ce sont des questions importantes et des moyens importants. Je regarde mes voisins. Est-ce que... Ah oui, et la dernière chose, super, les armes en question, et ça c'est un peu elles reviennent ici aussi en Europe. Hein. Déjà en 2008-2009, c'était le cas. Même à Luxembourg, là, il y a eu des braquages de fourgons blindés il y a quelques années, avec des Kalachnikov et des RPG-7. C'était des armes qui venaient vraisemblablement soit du Liban, soit de l'ex-Yougoslavie. Donc quand on parle de trafic illicite d'armes, ce sont aussi des armes qui reviennent ensuite en Europe et qui font des morts aussi chez nous. Marseille, dernièrement. Je vais peut-être essayer de répondre à votre première question qui parce qu'elle regroupe d'autres questions aussi. Si je lis la liste qui figure dans le projet de texte de traité, donc le projet de texte qui sera discuté, c'est encore qu'un projet, je vais vous la lire. Au fin du présent traité sont considérés comme armes classiques tous les articles entrant dans les catégories suivantes: chars, véhicules militaires, systèmes d'artillerie, avions militaires avec ou sans équipage, hélicoptères militaires avec ou sans équipage, navires de guerre, navires de surface et sous-marins armés ou équipés pour un usage militaire, missiles et systèmes de missiles guidés ou non, armes de petit calibre, armes légères, munitions utilisables avec les armes visées aux alinéas ci-dessus, pièces ou éléments spécialement et exclusivement conçus pour une des catégories visées aux alinéas ci-dessus. Technologie et matériel spécialement ou exclusivement conçus et employés pour mettre au point, produire ou entretenir les alinéas des catégories ci-dessus. Donc c'est assez vaste. Je ne pense pas que ça réponde à vos autres questions. Je vais compléter peut-être sur celle-ci. Je vais juste compléter sur ce point-là. Alors c'est une belle liste, celle-ci, mais il faut voir que pas chaque point rassemble le même nombre d'états derrière. Les 7 premiers, il n'y a pas tellement de problème, ça fait partie d'une liste qui circule, que les Nations Unies utilisent, mais ça s'arrête avant en français, c'est l'arme de petit calibre. Et ça, c'est les armes de petit calibre et les armes légères, je pense. Voilà. Ces deux-là, c'est peut-être le deuxième cercle, si on peut les appeler ça comme ça. Il y a déjà moins d'États qui sont partisans pour les inclure. Et après, le troisième cercle qui vient après, les munitions, ça c'est encore moins garanti que ça en fasse partie. Peut-être rajouter aussi une chose, pour tout ce qui est les armes de destruction massive, c'est pas du tout considéré ici, il y a des traités pour ça. Et puis les machettes, le problème c'est que dans la définition actuelle d'armes portatives, ça ne serait pas inclus, effectivement. Et là c'est... Mais bon, après, où est-ce qu'on s'arrête? Il y a aussi un moment où il faut reconnaître que... Pour les autres questions, peut-être? I mean, Rwanda's an interesting example. It's the sort of American John Bolton's view, I think, that it's not it's not arms that kill people, it's people that kill people. Generally, it's people with arms, actually. It's interesting that there is a general perception that all the massacres in the Rwandan genocide were committed by machetes. Machetes, actually quite a lot was using small arms and grenades as well, which had been extensive. France continued supplying Rwanda with arms virtually up to the genocide. Of course, the genocide itself was triggered, or allegedly triggered, by the shooting down by some missile
precisely who shot the missile is unclear, of the President Habib Rahman's plane. So, you know, I think that the Rwandan genocide, there were various forms of arms used. With regard to sort of self-determination exercises and sort of moral nature of embargoes, why I think the treaty has got a good idea, it has a good idea is don't give people to arms who are going to repress their people to start with. And what you have seen in the Arab Spring, in Bahrain, Libya, Yemen, Egypt, Syria, is that these regimes have been using arms that have been sold to them by a variety of states, including a variety of European states, to repress their people. And perhaps it might have been better not to sell them to them to begin with. Certainly their previous records suggested that this is precisely the sort of thing they might put them to. The Ba'athist regime in Syria bombarded where was it? Hama in 1982 to put down an uprising killing 10,000 people. The Libyan regime massacred, I think, over 200 prisoners with small arms some 10, 15 years ago. So they did have a record of doing these things. Je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions. Sur le problème des embargos, oui, j'ai bien compris la réponse, mais ces pays-là, ces dictatures-là, ils ont déjà suffisamment des stocks d'armes si énormes. L'embargo, ça pénaliserait, comme en Bosnie, ceux qui sont les victimes des massacres, pas ceux qui les commettent. Et pour revenir sur Hama en 82, en Syrie, c'était quand même les frères musulmans qui n'étaient pas un mouvement pacifique non plus. C'était pas... I think they still killed 10,000 people, including considerable numbers of civilians. That's not a war crime or a crime against humanity. I don't know what is. Mais c'est pas pareil que ce qui se passe maintenant. Non, je pense que ce traité ne va pas résoudre tous les problèmes armés. Je pense que c'est déjà un bon début. Il y aura encore beaucoup à travailler et beaucoup à combattre justement pour mettre en place des lois, mais aussi au-delà de la législation, aussi des outils économiques, socio-économiques, mais aussi éducatifs à beaucoup de niveaux pour justement accompagner les populations, l'humanité à évoluer vers quelque chose de plus pacifique, quelque chose qui pourrait atteindre un système démocratique. Je pense qu'effectivement on peut critiquer ce traité parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent être incluses, négociées, discutées, mais c'est un début et il faut continuer en parallèle encore beaucoup de combats et pour le rendre le meilleur possible afin d'atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. C'est pour ça que ces critiques sont extrêmement pertinentes parce qu'elles permettent que dans des discussions qui vont encore arriver, de pouvoir compléter justement ces traités et les améliorer. Si je peux juste une autre personne. Oui, parce que c'est très facile quand on est dans une salle ici de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, à Sarajevo, j'y étais dans les années 90. Voilà, j'étais dans l'armée française à l'époque. C'est facile de dire il faut faire, on ne peut pas livrer d'armes, il faut faire respecter l'embargo quand on voit à côté de soi des gens qui sont massacrés parce que dans les collines alentours, il y a des types qui sont armés jusqu'aux dents qui tirent sur tout ce qu'ils vont. En fait, à l'époque, c'est une notoriété publique aujourd'hui, il y avait déjà des livraisons. L'embargo n'était pas respecté. Tout le monde le savait sur place. Il y avait un souterrain qui passait sous les pistes de l'aéroport. Et c'est comme ça que les Bosniaques musulmans récupéraient des armes. Et nous, on les laissait passer. Et si on avait fait respecter l'embargo comme on aurait dû le faire, ces armes-là, elles ne leur seraient pas parvenues. Et je ne sais pas combien de morts en plus il y aura eu. Donc, par rapport à ça, c'est pas toujours tout blanc, tout noir. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est un point important.
recevoir Paul Moussouni qui a un étudiant qui veut prendre la parole. Je vous en prie. Oui, moi ce serait à propos plutôt des producteurs. Donc même pour les armes où il existe des conventions, comme par exemple pour les mines antipersonnelles, donc il y a une interdiction, des conventions qui ont été signées. Mais même en Europe, on laisse encore une grande facilité aux producteurs d'armes de produire en tout cas les parts nécessaires pour la fabrication de mines antipersonnelles qui sont alors envoyées à des pays tiers pour être assemblés là, parce que c'est interdit de les assembler en Europe. Ou encore la production de mines anti-chat, qui est encore, si je pense, permis, mais où il n'y a aucune protection, de façon à ce que, par de simples main-d'œuvre, on peut les modifier en mines antipersonnelles. Et je vois un danger de ce côté qu'on interdit peut-être le transport d'armes ou la vente ou la fabrication, mais on ne regarde pas suffisamment les détails de fabrication. Je vais peut-être essayer de vous répondre sur la question concernant les mines, parce que j'ai travaillé pendant 15 ans sur ce sujet, je le connais un petit peu. La production de mines antipersonnelles est pratiquement nulle aujourd'hui. Il y a des tout petits trafics, mais vraiment on parle de quelques centaines de mines entre groupes rebelles dans des zones très limitées. Par contre, là vous avez raison, c'est sur les mines anti-véhicules. C'est vraiment un problème qui est important, qui en termes de statistiques d'accidents représente une des premières causes d'accidents si on considère tous les engins explosifs qu'on trouve sur le terrain dans les pays en conflit. Donc là je pense que vous avez raison. La question qui va se poser, c'est que c'est une arme qui est encore considérée par les militaires, et peut-être que notre ami militaire aura un commentaire là-dessus, comme une arme nécessaire. Quand vous parlez d'interdire les mines anti-véhicules à des militaires, ils vous rayonnent et ils vous disent que vous êtes fous. Ce qui est peut-être un bon signe. C'est peut-être le signe qu'il faut justement y aller, qu'il faut justement essayer de les interdire sur base d'un bon rapport démontrant l'impact humanitaire des mines anti-véhicules. Mais sur ce point-là, je pense que vous avez entièrement raison. À mon sens, il y a une bonne quinzaine d'années de travail, rien que sur les mines anti-véhicules. Si je peux compléter un tout petit peu. Dans le texte actuel, il y a une mention des parties et des composants qui seraient destinés à la fabrication des armes énumérées avant. Maintenant, est-ce que ça va rester? Ça, c'est une autre question. Pour les mines, tu as répondu. Pour les mines anti-véhicules, pour compléter aussi, c'est une question qui est débattue et qui revient sur la table des négociations régulièrement depuis des années. Il y a une convention de 1980 sur les armes classiques, en fait une convention cadre avec différents protocoles qui concernent différents types d'armements, des armes laser aveuglantes, etc. Et le protocole 2 concerne des mines antipersonnelles, des pièges et autres, je ne sais plus la version française, mais enfin, toute une catégorie d'objets qui ressemblent à des mines. Et autour de ça, ce protocole a déjà été amendé une première fois pour étendre son application aux conflits armés non internationaux et pour le développer un petit peu. Et il y a toute une discussion autour de ce protocole pour l'étendre ou pour adopter un autre protocole concernant les mines anti-véhicules. Pas plus tard qu'il y a un mois, des experts se sont réunis à Genève, si je ne me trompe pas, ou à New York, et ils ont conclu qu'effectivement le sujet n'était pas encore mûr, il y a trop d'opposition. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Mais autour de ces traités, il y a aussi, et ça rejoint peut-être l'intervention précédente, tout un système de révision des traités qui est de plus en plus utilisé. Et à la fin des traités, il y a des dispositions qui prévoient la façon dont on peut compléter, amender le traité. Ça a été fait pour le statut de Rome, pour la Cour pénale internationale à Kampala, où on a maintenant ajouté quelques crimes, pour le crime d'agression. Sur cette convention de 80 et de développer, on rajoute des protocoles, on amende des protocoles. Et donc ça, c'est effectivement important par rapport à ce traité aussi, de voir comment on va anticiper son évolution. Parce qu'on va probablement pas avoir tout ce qu'on désire. Il faut le vouloir, il faut travailler dans cette direction. Mais ça reste une négociation internationale où il y aura des
compromis, des trade-offs. Voilà. Donc, mine anti-véhicule, pas pour tout de suite. D'autres questions, commentaires? Oui. Je voulais simplement donner une précision sur les machettes qui ont été utilisées au Rwanda pour commettre le génocide. Ces machettes n'ont pas été fabriquées au Rwanda, mais en Chine. C'est ce que je dis. Je voudrais poser une autre question sur le transfert d'une autre arme, les chars par exemple. Il y avait récemment, au Bundestag allemand, il y avait un débat houleux sur cette question si l'Allemagne avait le droit de livrer des chars à l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas d'embargo pour le moment. Et bon, rien n'empêche la livraison de chars, mais la situation pourrait, à un moment donné, basculer, où une opposition pourrait se former, comme dans les autres pays du printemps arabe, et les chars pourraient, dans ce cas-là, servir pour réprimer de moyens de répression de l'opposition. Donc là, c'est un problème, donc ce sont les critères qu'il faut appliquer pour interdire ces livraisons d'armes. Là, je pense qu'il y a un très grand flou. Bon, il faudrait peut-être encore le préciser, mais je ne sais pas comment on peut avoir le programme. C'est là toute la question, effectivement, ce serait couvert par ce traité, c'est couvert par la législation allemande, c'est déjà couvert par des directives de l'Union européenne. Il y a plein d'organisations régionales qui ont déjà un cadre prévu pour les transferts d'armement. C'est pas souvent contraignant juridiquement, mais ça existe. Et dans ce cadre-là, il y a déjà une pratique qui se développe. Et justement, parmi tous ces... Quels indicateurs on va utiliser, par exemple, pour l'Arabie Saoudite? Quel est son record, ses antécédents en respect des droits de l'homme? Comment est-ce qu'on l'évalue? Effectivement, c'est pas parce qu'on aura traité qu'on aura réglé encore tout ça. Et je pense pas qu'on entrera dans des détails suffisamment suffisamment à ce point-là dans les négociations à New York. La question sera, est-ce qu'on inclut les risques de violation grave des droits de l'homme et du droit humanitaire, et si on y arrive, c'est déjà bien, mais après, le travail ne sera pas terminé. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si je peux ajouter un mot par rapport à ça. En regardant les autres traités, je pense que ce traité, si on l'obtient en fin juillet, il faudra probablement considérer une bonne dizaine d'années pour l'appliquer, pour qu'il soit traduit en législation nationale et qu'il prenne une racine vraiment dans la société. I don't think anyone thinks that this treaty will end conflict. There are, to an extent, it seeks to cut across the logic of many of international relations and conflicts of interest and indeed of values that exist between states in the world today. But it is an attempt to do something to ameliorate a particular problem. I think, as I said, I think it's the beginning. Hopefully it will be a good beginning, but it doesn't stop us, it shouldn't stop us from considering a whole range of issues about international peace and security and about the role of the arms industry in the world today. You remember it was in the 1950s, and in fact it was a Republican US president who talked about the military-industrial complex. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Oui, une dernière? Justement, au-delà des armes, est-ce que on travaille aussi sur des choses qu'on a vues, par exemple, dans le printemps arabe, je pense en particulier à la Syrie et à la Libye, les ventes par des sociétés occidentales d'outils soit de surveillance d'Internet, de géolocalisation, de GPS, qui ont permis aux armées de ces pays, par exemple, de diriger des tirs d'artillerie vers des mouvements insurrectionnels qui ne sont pas des armes en tant que telles, mais plutôt vraiment des outils informatiques de surveillance, de deep packet inspection pour les emails, des choses comme ça.
It's genuinely interesting question. Oui, la réponse est non. Principalement parce que c'est une question de ressources. Je pense que c'est une question tout à fait importante, tout à fait pertinente, mais on ne peut pas tout faire. Et quand je vois l'énergie et le temps et les ressources que pompe une campagne telle que celle-ci, on ne peut pas en avoir d'état. Il y a des sociétés françaises, par exemple, qui ont vendu encore l'année dernière à la Libye des matériels de ce type. C'est ça. C'est des sociétés allemandes, vraiment anciennes, Siemens, qui fabriquaient dans des outils informatiques en Syrie. Mais de manière générale, au niveau de l'Amnesty International, on a au secrétariat international à l'ONU une unité assez importante qui garde un œil sur ces questions. Évidemment, maintenant, elle a les mains complètement pleines avec ce traité. Mais je pense que d'ici quelques mois, elle pourra peut-être, si tout va bien, commencer à réfléchir à d'autres questions. Et c'est certainement une question très pertinente. Je ne vois pas d'autres mains se lever, donc je vous propose de peut-être tout doucement clôturer avec deux points que je voudrais faire. D'abord, vous inviter, si vous pensez qu'il faut un traité fin juillet, à signer notre pétition. On a besoin de toutes les signatures. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce traité, c'est votre droit et on ne vous oblige pas. Mais si vous y croyez, si vous pensez que ça peut faire une amélioration positive, comme le disaient les deux voisins, eh bien, je vous invite à signer cette pétition. Elle est importante. Chaque signature compte et chaque signature peut faire une différence, surtout dans un petit pays comme le Luxembourg où les nombres sont parfois relatifs. Un deuxième point, c'est si vous voulez aller plus loin, vous pouvez devenir membre de l'Amnesty International et militer à votre niveau pour ce traité ou pour d'autres choses, pour sortir des gens en prison, pour défendre des prisonniers dans des pays qui sont dans des situations impossibles. Il peut aussi nous soutenir, ou soutenir nos collègues de la Croix-Rouge, de Caritas et des autres organisations qui vont nous rejoindre bientôt dans cette grande famille du traité sur le contrôle des armes. Un deuxième point, et je vais terminer par là, je voudrais remercier infiniment les deux orateurs à côté de moi, le professeur Apolt, Thomas Graditsky, pour être venu ce soir. Je pense que c'était un tout grand merci aussi à la Croix-Rouge luxembourgeoise qui s'est mobilisée au pied levé sur cette campagne. C'est super, c'était un petit peu d'impro, mais on a réussi quand même à faire un certain nombre de choses ensemble. À l'ISEM, à l'Université de Luxembourg, et bien sûr à vous tous pour votre participation. Merci et bonsoir.